Alors en fait, ce tableau, c'est un pastel en fait. Il est au musée d'art et d'histoire de Genève. Donc voilà, ça c'était une chose importante qu'il soit dans la région. Et puis, il a été réalisé par Jean-Étienne Lyotard, qui est très connu dans le monde du costume. Enfin, en fait, ces tableaux, ils sont souvent utilisés pour illustrer les livres sur l'histoire du costume, parce qu'il était considéré comme le peintre de la réalité, il peignait beaucoup les détails. Le père de Jean-Étienne Lyotard, il était tapissier. En tout cas, il travaillait dans le textile. Et du coup, son fils, on sent qu'il a une sensibilité particulière pour tout ce qui est tissu. La grande partie du travail, de mon travail dans ce projet, ça a été de recréer la tenue dans son entier. C'est-à-dire pas seulement les choses qui se voient, aussi tout ce qui concerne les sous-vêtements et les structures. Quand je parle de structure dans le costume, c'est en fait qu'est-ce qui structure la silhouette. Par exemple, à l'époque des crinolines, la crinoline, c'est quelque chose qui structure et qui donne la forme au vêtement final. Là, à l'époque de Madame d'Épinay, c'est les paniers et le corps à baleine. L'idée, en fait, du projet, c'est de tout réaliser de la manière la plus historique possible. C'est-à-dire que j'ai pas du tout utilisé de machine à coudre. J'ai fait tout à la main. Là, tu as la chemise, qui est en fait le seul sous-vêtement de l'époque. Donc les femmes à l'époque, elles portent pas de soutien-gorge, elles portent pas de culotte, a priori. On n'est pas très sûr de ça parce que, tu vois, les choses qu'on a dans les musées, c'est pas forcément les choses du quotidien que tu portes tous les jours et dont tu vois pas l'intérêt. Tu gardes la robe magnifique de mariage qu'on t'a fait, tu gardes pas ta culotte que tu mets tous les jours. Donc, on sait pas vraiment si elle portait pas de culotte ou si on n'a aucune trace parce que, tu vois, personne n'a pensé que c'était important de garder une trace de ça. Mais donc, l'idée, c'est que elle porte cette chemise-là, que tu vois aussi dépasser ici, qui est le sous-vêtement qui se lave régulièrement. Il est en lin blond, donc tu peux vraiment y aller, tu le laves autant de fois que tu veux. Qui est la seule pièce en fait qui va se laver, avec le jupon qui est là. Ensuite, tout le reste de la tenue, ça lave pas. Là-dessous, tu as les poches. En fait, les poches, c'est pas du tout une invention contemporaine. Il y a toujours eu des poches, parce que c'est très pratique. À l'époque, elles faisaient pas partie du vêtement, elles étaient genre séparées, donc tu les nouais autour de la taille, voilà. Donc tu pouvais perdre tes poches, par exemple. Et donc voilà, t'as alors la chemise, les poches, le jupon, le panier, et ensuite t'as le corps à baleine. Ici, c'est pas très représentatif de ce à quoi sert vraiment le corps à baleine, parce que le but c'est de serrer le torse de manière à le rendre conique. Mais là, comme tu vois, je ne peux pas serrer cette chose. Elle n'est pas souple comme le corps humain. En fait, au départ, quand j'ai commencé à travailler, j'avais l'impression que je finirais jamais. Parce que tu sais, j'ai l'habitude de travailler avec la machine à coudre dans un objectif de productivisme plus ou moins, tu vois, enfin dans le sens où quand le temps de la réalisation de costumes de théâtre, c'est genre 1 mois et demi en général, entre 1 mois et demi et 1 mois. Donc tu dois faire 5 costumes sur 1 mois et demi. Et là, le temps il est hyper dilué et tu vois, c'est 700 heures, c'est quoi, presque 4 mois. Et je faisais la chemise. La chemise, elle a des coutures qui sont... c'est très bien fini, en fait, parce que comme elle se lave souvent, elle doit être solide. Donc, tu fais, en fait, 2 coutures sur chaque couture d'assemblage, par exemple, les côtés. Right. Les côtés, là. Et ben, tu fais 2 coutures pour que ça soit bien solide. Et je faisais ça, et je me disais, mais je vais jamais y arriver. Je vais jamais aller jusqu'au bout. Parce que c'était tellement long. Et en fait, petit à petit, je me suis mise dans ce rythme de lenteur qui est vraiment... Alors, je pense que je suis plus lente que quelqu'un du XVIIIe siècle qui ferait ce travail. Hein, parce que forcément, il ferait ça tous les jours et il aurait la main, quoi. On appelle... Alors là, ouais, tu vois. Et donc forcément, j'étais plus lente aussi parce que, tu vois, je dois réapprendre des techniques de l'époque que j'utilise pas vraiment. Donc, forcément, j'étais plus lente que quelqu'un qui aurait fait ça au 18e. Hein.
Mais donc j'ai commencé avec mes points très longs, où tu sais, c'est presque un peu de la slow couture, comme du slow food ou du slow sex ou je ne sais quoi. Au milieu du Grutli, donc avec des gens qui sont dans le rythme contemporain maintenant, où genre tout va très vite par rapport au 18e. Du coup, c'était un peu, tu sais, la rencontre de deux mondes qui, ça marche pas trop. Et puis tout d'un coup, il y a eu le coronavirus, et là, il y a le bâtiment qui s'est totalement vidé. C'est comme si, en fait, tu sais, le monde, il s'était mis à mon rythme. C'était un truc incroyable. Et du coup, vraiment, j'ai eu vachement de plaisir à travailler au moment du coronavirus, parce que c'était hyper apaisant, en fait, et puis apaisé. J'avais pas l'impression d'être dans un rythme qui était à l'opposé de tous les gens qui m'entouraient, en fait. Donc ça, c'était hyper, hyper agréable. Donc, le projet, son origine date d'environ il y a 2 ans. Valentine Savary, costumière, est venue me trouver en me disant qu'elle avait le projet de reconstituer une robe à la française du XVIIIe siècle telle qu'on peut la voir dans le tableau de Lyotard représentant Madame d'Épinay. Le tableau est derrière moi. Donc, elle est venue me parler de son intention de faire cette robe et m'a demandé si je pouvais imaginer un projet, un spectacle, quelque chose autour de cette robe. Donc en fait, moi, j'ai à la base comme élément, comme thème, comme motif, une robe. Et étrangement ou pas, ça a tout de suite motivé chez moi plein d'images, plein d'idées pour créer vraiment un projet conséquent avec notamment à la fin la création d'un spectacle pluridisciplinaire. En fait, ce qui est intéressant avec cette robe du 18e, c'est qu'à l'époque, on s'habillait pas comme aujourd'hui. On n'enfilait pas un jeans et un t-shirt tout seul, mais surtout pour une personne de la haute société comme Madame d'Épinay, on avait quelqu'un qui nous aidait à nous habiller. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Même si on veut faire très vite, je pense que 20 minutes, une demi-heure sont nécessaires pour enfiler une telle robe avec toutes les sous-couches, les sous-vêtements. Donc, pour moi, ça a été tout de suite une source d'inspiration, d'imaginer qu'il y aurait une femme que des personnes vont habiller. Donc j'ai commencé à laisser mon imaginaire galoper et moi qui aime beaucoup travailler avec différentes disciplines, j'ai imaginé qu'il y aurait une actrice qui serait cette femme qu'on va habiller et que des personnes l'habilleraient. Donc je me suis dit, comme j'aime beaucoup la danse, je suis parti sur l'idée d'un danseur comme habilleur. J'aime beaucoup la musique, je suis parti sur l'idée d'un musicien également. Et puis, comme Valentine est à l'origine du projet et qu'il y a des choses qui sont assez techniques dans l'habillement, elle fait partie prenante du spectacle et elle est aussi sur scène. Donc en fait, on a 3 manipuleurs, marionnettistes qui tournent autour d'une comédienne et qui lui redonnent vie et l'habillent tout au cours du spectacle. Travailler avec Fabrice, en fait, c'est très doux. Bon, on se connaît parce qu'on est aussi amis en dehors, on ne se voit pas énormément, mais on est quand même amis. Donc, il y avait déjà une sorte de confiance de base. Il a une manière de travailler à laquelle je suis peu habituée, en fait. C'est très, très fin et c'est très, très lent. Enfin, le débit des textes doit être très lent et on doit donner beaucoup de place à chaque mot. Ce qui est un peu à l'inverse des choses où j'ai plus l'habitude, qui sont plus dans l'énergie, plus dans une chose jetée comme ça. Mais là, il y a je dirais que c'est aussi le metteur en scène approprié pour ce projet parce qu'il y a tous les petits points de la robe et dans sa manière de travailler, il y a aussi tous les petits points du texte qui sont vraiment enfilés. Et puis vraiment, s'il y a un mot qui n'est pas à la bonne place, on retravaille dessus pour le mettre vraiment dans une sorte de régularité, dans une sorte de fil extrêmement tenu. Donc, moi, ça m'a amené dans un jeu beaucoup plus concentré. En général, je suis plutôt quelqu'un d'assez expansif et qui part dans tous les sens. Et là, je devais vraiment ramener, aller vers quelque chose de plus dur, de moins souriant, de plus tenu. Hier, par exemple, ça m'est vraiment apparu aussi que ça va avec cette idée du corps à baleine, de quelque chose de très
contenu, parce que dès que j'essaye de faire un écart au niveau de l'intonation ou de l'émotion, s'il y a trop d'émotion, ça me coupe le souffle, donc ça devient tout gris et puis je peux tomber, quoi. Donc il faut, en fait, cette manière de travailler, on travaille sans le corps à baleine normalement en répétition, mais cette manière de travailler, du coup, elle va très bien avec la robe parce que ça m'oblige à rester toujours sur cette ligne, comme ça, du texte très pur, très puriste en fait. Le corps à baleine, c'est l'ancêtre du corset. Et puis ça s'appelle corps à baleine parce qu'on mettait des baleines. Et le mot baleine vient du fait que c'était des fanons de baleines qui étaient récupérés, enfin les baleines étaient tuées, et puis on récupérait leurs fanons pour faire comme ça des baleines tout au long. Et c'est quelque chose du coup qui sert. Hein. Ce qui est hyper intéressant, c'est que le corps de la femme, ça fait pas très longtemps qu'on peut voir, ça fait peut-être 50, 60 ans qu'on peut le voir dans sa liberté, dans sa vraie forme, mais que jusque, en tout cas dans les années 50, les corps des femmes étaient, enfin, il y a encore dans les push-ups ou des choses comme ça, mais il y a, ou dans les gaines qui se portent moins quand même hein, chez les jeunes, les gaines. Mais il y a vraiment encore cette chose-là qui change le corps des femmes. Et du coup, le corps à baleine, ça fait vraiment une espèce de triangle comme ça. Mais après, il y a des corsets qui descendaient plus bas. Et du coup, normalement, je serais supposée perdre 8 cm de tour de taille quand il est fermé. Et ça, c'est fait sur mesure. Cette pièce, elle m'a fait réfléchir sur 1 million de trucs. Non, il y a vraiment beaucoup parce que je trouve que la performance est particulièrement difficile. Alors, pas dans l'ordre, hein, mais ça m'a fait réfléchir sur mon track. Je suis super trackeuse. Et du coup, si j'ai trop le track, ça rentre dans le corps à baleine et ça m'étouffe. Et je peux plus, enfin, je tombe dans les pommes. Enfin, j'ai eu un malaise mardi où tout d'un coup, il a fallu que je passe 1 heure allongée. Et du coup, on me dit, il faut apprendre à gérer ça. Je me suis toujours dit qu'il fallait que j'apprenne à gérer ça, mais là, c'est vital. Donc, et que les choses m'échappent pas. Là, j'ai l'impression que c'est le corps à baleine qui dirige le travail et pas moi. Et du coup, à quel moyen je me mets au service de ça et que j'accepte en fait de lâcher, de prendre un rythme qui est pas forcément le mien. Donc ça. Après, il y a la nudité du début qui pour moi est vraiment super difficile. C'est la première fois que je fais ça. Et on en a beaucoup parlé avec Fabrice enfin, il y a pas eu il m'a pas forcé la main ou quoi que ce soit. J'ai dit oui, mais pour moi c'est super trash. Ça a rien à voir avec enfin, on me dit mais c'est joli et tout, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment un sentiment intérieur d'humiliation. C'est vraiment hyper profond en fait. Alors que c'est évidemment, j'espère que c'est pas ce qu'on voit. Enfin voilà, mais j'ai pas l'impression. Et puis j'ai l'impression qu'il le fait vraiment. Enfin, il voit exactement ce que donne l'image et puis il la contrôle et puis elle est. Voilà, c'est. Mais de l'intérieur, c'est super violent. Au début, c'était vraiment comme si on m'arrachait la peau. J'avais envie de vomir. Ouais, donc ça. Ça, c'était un peu le défi de l'année. Il y a vraiment, donc il y a un des textes que j'ai écrit, et puis les autres, Fabrice les a choisis, il me les a passés, on les a travaillés déjà ensemble pour voir comment ça marchait. Il a refait des coupes, on a retravaillé. Enfin, il y avait vraiment une sorte de, voilà, il réécrivait, je les disais pour qu'on puisse les entendre tout de suite pour voir si ça marchait en fait dans un texte oral, vu que c'est tous des textes littéraires, quoi. Le personnage central du spectacle, c'est Madame de. C'est pas Madame d'Épinay, parce que Madame d'Épinay, elle est ancrée vraiment dans le XVIIIe siècle français. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est en redonnant vie à cette femme du XVIIIe, c'est d'imaginer qu'on lui redonne vie aujourd'hui et qu'elle a absorbé, en fait,
toutes les évolutions qui se sont passées au cours de ces 300 dernières années autour de la thématique de la femme, de l'intimité et bien sûr du vêtement. Donc j'ai commencé à choisir dans la littérature du 18e, 19e et 20e des textes, donc j'ai beaucoup cherché, des textes dans lesquels on parlait de cette question de la femme et du vêtement. Donc j'ai trouvé des textes et je les ai surtout énormément retravaillés, adaptés, mis à la première personne parce que c'est vraiment très important pour moi que cette comédienne dise tout le long du spectacle « je », comme si c'était vraiment elle qui s'interrogeait sur cette question de l'intimité en fait. Donc voilà, j'ai par exemple, il y a énormément d'auteurs, mais on les reconnaît ou pas en fait, parce que si on a lu l'ouvrage dans lequel j'ai retiré ce texte, parfois on reconnaît à peine le texte final, parce que il y a vraiment eu un travail de réécriture. En fait. Et donc, voilà, je peux peut-être préciser, et donc, à la fin, dans le spectacle, on assiste à une fragmentation de la pensée. C'est-à-dire qu'on n'a pas un texte unique, une pensée unique, mais on a, au cours du spectacle, différents textes qui sont disséminés et qui représentent vraiment la fragmentation d'une pensée intime d'une femme, mais d'une femme multiple, en fait. D'où le titre « Madame de ». Ça veut dire qu'elle est toutes les femmes. Fabrice, je le connais depuis quelques années, en fait. On a fait déjà un spectacle, deux ensemble. Je n'ai pas forcément la sensation de travailler avec un metteur en scène de théâtre, mais plutôt d'être un peu dans mon ambiance, en fait. Oui, après, je vois comme lui, il travaille avec Rachel ou Stéphane ou d'autres, mais c'est très chorégraphique, en fait. Tout est très millimétré dans la gestualité, et même Rachel, quand j'entends, quand elle parle, quand elle interprète les textes, souvent, j'ai presque l'air qu'elle est en train de travailler musicalement les paroles, les manières de la construction est très géométrique, quelque chose comme ça. Je pense qu'avec elle aussi, elle a travaillé presque chorégraphiquement les paroles. On a commencé à discuter. Lui, il a porté l'idée de travailler sur des parties du corps, comment on peut dire, de segmenter le corps en différentes parties. Et comme c'était pour avoir une corrélation avec chaque partie de l'habit, qui vont habiller une certaine partie du corps. C'est des chaussettes, c'est les jambes, c'est les chaussures sur les pieds. Donc, on a commencé à réfléchir par cette segmentation. Et moi, j'ai travaillé dans cette manière avec lui, mais en général, en improvisation. Lui, il me donne, on prend une thématique dans ce cas-là, la segmentation, et j'ai commencé à proposer ces différentes choses. Et son regard, lui, avec son regard très pointu, vraiment, plus que pointu, je dirais. Il me donne des retours pour me diriger dans la direction qu'il voudrait. L'unique chose que j'ai dû travailler vraiment, c'était le stress. Le stress de la non maîtrisable, d'avoir peu de maîtrise avec mes doigts dans des petites choses, dans des petites fils, dentelles, toutes les fragiles en plus, très précieux, introuvables. Ça se détruit. Donc c'est ça, ça casse quelque chose de fragile. Il n'y en a pas quelque chose où c'est fini. Donc, le spectacle, on ne fait pas. Parce qu'il faut 2 ou 3 mois pour retrouver le matériel de base, pour après tout le travail de Valentine, qui c'est des mois et des mois. Donc, c'était un grand challenge. Ouais. Mais je l'ai pris de manière très sérieuse. Et
je suis content, j'arrive maintenant à faire les choses vite. Les corps à baleine, par exemple, quand j'ai vu cette monstruosité, déjà, je n'arrive pas à comprendre la sensation encore clairement. J'ai vu les réactions de Rachel, mais je n'arrive pas à le ressentir, en fait. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais déjà, voir tous ces petits trous et chercher de les introduire, à tirer une corde, ça donne un peu un stress en plus parce que tu sais jamais comment ton action sur elle, c'est juste ou pas. C'est vraiment, ça se joue dans centimètres, dans millimètres. Et si tu dépasses, elle respire plus en fait. Ou elle tombe dans les pommes, elle se sent mal, elle peut pas continuer. Et là, tu dis, ouais, voilà, j'ai un petit peu la moitié des spectacles, la responsabilité. Et des fois, j'étais trop brusque. Et elle, professionnellement, elle disait rien. Mais fin de spectacle, elle me disait, non, mais t'étais un peu trop, t'as serré un peu trop. T'es là, non, merde, dis-le avant. Mais en fait, oui. Et d'autres choses, la jupe, la grande jupe bleue que je dois mettre, j'ai mis des heures à comprendre comment la défaire, comment la prendre. Ça devenait presque dingue, non? À un certain moment, je perdais l'intérêt pour tous les restes du spectacle. Mais mon focus, c'était la jupe bleue. Elles doivent se poser, toute cette petite coulisse, la chose doit coulisser. J'ai des petites croix aussi. Valentine m'a donné des repères, parce que là aussi, quel repère c'est le devant, derrière. Mais voilà, après, à la fin, Valentine m'a dit que je suis un bon habilleur, que j'ai bien appris. Donc, la prof m'a promu. Je suis arrivée assez tard dans le processus. Du coup, c'était déjà décidé. Enfin, les éléments, ils avaient réfléchi à tous les mettre en pantalon. Puis après, du coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas tous en robe pour les parcs. Hein, donc. Moi, j'avais cet élément-là. Du coup, et puis que c'était des parcs de la mythologie. Et aussi, ces trois personnages, ils devaient être en noir. Donc, c'était un peu ça les directives que j'avais. Et après, moi, j'ai fait des recherches d'images, après cette discussion que j'ai eue avec Fabrice, et aussi avec Valentine. Et d'après ces informations, moi, j'ai fait des recherches d'images. Puis j'ai présenté, puis ce qui était délicat surtout d'avoir des hommes en robe, c'était pas que ça fasse travesti, mais que ça garde vraiment une certaine élégance, et pas que ça soit vulgaire. Et c'était ça vraiment le point qui était délicat à trouver. Donc on a fait déjà un essayage pour voir, j'ai pris dans un stock des costumes pour voir déjà les silhouettes de qu'est-ce qui marche avec la morphologie de chacun. Donc Valentine, ben, voilà, c'est facile. Mais voilà, après il y a Fabio qui a un corps de danseur musclé. Il y a le musicien qui est long et fin. Donc il faut trouver aussi d'après la morphologie de qu'est-ce qui leur va. Et, par exemple, les formes, du coup, on a un peu vu qu'est-ce qui marchait et qu'est-ce qui ne marchait pas. Et d'après ces essayages, j'ai construit, après, j'ai tout cousu, en fait, les robes. J'ai fait une toile d'abord, et puis, d'après cette toile, en fait, du coup, on a vu que ça marchait bien, et que... Puis voilà, ça se construit un peu. Mais là, c'est vrai que c'était particulier quand même. C'était un peu le défi
que ça soit juste aussi dans la pièce, dans l'histoire, et aussi on ne pouvait pas juste mettre des robes H&M en vue de cette magnifique robe 18e, c'était aussi ça, enfin, il fallait que ça fasse un ensemble cohérent. Après, c'était aussi l'aspect des parcs, et il devait avoir l'air assez quand même sévère. Ah oui, il y avait aussi toute cette partie de l'étrangeté. Du coup, il fallait trouver des silhouettes. J'avais essayé des sortes de coiffes à plumes, comme ça, mais en fait, ça partait trop dans le fantastique. Du coup, ouais, il fallait quand même qu'il y ait dans les silhouettes quelque chose d'un peu dérangeant et sévère, un peu comme ça. Donc, par exemple, pour le musicien, ouais, il a cette silhouette longue et puis ils sont tous assez fermés comme ça avec ses cols. Et puis aussi, j'ai fait en fonction de ce qu'ils font en fait. Donc, le musicien, j'ai mis les bras nus parce que il faut mettre en valeur en fait son instrument. Fabio, c'était selon ses chorégraphies. Par exemple, quand il fait la chorégraphie des pieds, donc il a le corps tout couvert en noir, mais ça dévoile en fait une partie de son corps selon quelle chorégraphie il fait dans le spectacle. Donc à un moment donné, il a les pieds qui sont dénudés, enfin il a toujours les pieds nus, mais qui sont mis en valeur. À un moment donné, il enlève les manches, du coup il a les bras nus, comme ça met en valeur ses bras, ses mains. Et Valentine, pour sa silhouette, pour sa robe, il fallait que ça mette en valeur aussi ses mains en fait, parce qu'elle travaille beaucoup avec ses mains, donc elle a une manche un peu transparente et puis les poignets qui sont travaillés, et puis du coup ça fait vraiment ressortir ses mains et son travail de couturière, de costumière. La coupe de Valentine, qui est style années 50, je sais que c'est une coupe qui lui va bien parce qu'elle a la taille fine, donc ça c'est vraiment quelque chose de mise en valeur, qu'elle soit mise en valeur, tout simplement. Puis c'est un peu style années 50, mais un peu contemporain quand même. Enfin, les coupes, c'est vraiment plus pour la mise en valeur des corps. Ouais. Qui est très réussi. Ça lui va hyper bien. Oui, elle est trop. J'avais la pression comme la costumière, je me suis dit aïe, aïe, aïe. il faut que j'assure. La première fois que Fabrice Hucler, metteur en scène, m'a parlé de ce projet, j'ai tout de suite été assez emballé. D'abord parce que j'aime beaucoup Lyotard comme peintre. Je pense que j'avais déjà vu le tableau dont on s'est inspiré. Parler de la mythologie locale, que ce soit Gamel, Onjol, Ampro, Genevois, je trouve que c'est quelque chose d'important. Donc là, s'emparer d'un sujet qui était vraiment 100% terroir, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc la question s'est posée, quel instrument jouer? Parce que normalement, je joue plutôt de la guitare électrique au sein d'un certain nombre de formations à Genève, toujours des choses entre le cabaret et l'expérimental, même si j'ai une formation de musicien classique à la base. Fabrice m'a proposé de changer d'instrument, voilà, parce que il ne désirait pas que le spectacle se cantonne au XVIIIe siècle. Mais je trouvais que c'est un peu lourd, un peu banal. Je voulais plutôt adopter un instrument de l'époque, contemporain de Madame d'Épinay, en l'occurrence la guitare baroque, qui connaît son déclin au moment où grandit Madame d'Épinay. J'ai trouvé l'idée plus intéressante en fait, de garder le même instrument tout au long du spectacle et de lui faire subir des espèces de mutations, comme ça, de le rendre tout d'un coup plus contemporain, de le projeter dans des aires différentes, à travers un dispositif qui est finalement assez simple. C'est celui de l'amplification avec un micro-contact.
qui fasse aussi passer le son à travers toute une série de pédales. Les pédales que j'utilise dans mes projets plus contemporains, entre guillemets. Donc tout d'un coup, ça donne naissance à une palette de sons extrêmement divers, enfin du son purement acoustique de la guitare baroque, et une guitare un instrument assez spécifique. C'est une guitare à 5 cordes et en fait à 4 séries de doubles cordes. Et ça donne une qualité très très intéressante, réminiscente évidemment de la période baroque, mais aussi du oud par exemple. Donc c'est la sonorité pure de la guitare baroque déjà permet à l'auditeur de voyager énormément. C'est un instrument assez magique. Et puis après, le fait de lui rajouter des effets, de la delay, de la reverb, etc., ben ça offre une palette encore plus vaste de sons et de possibilités. Voilà. Quel répertoire aborder dans ce cadre-là? Bon, même si ce n'était pas le souhait vraiment de mettre en scène, c'était le mien, en tant que compositeur ou musicien, de respecter une espèce de vraisemblance historique. Alors, je connaissais assez bien Robert de Visé ou des compositeurs vraiment de l'âge d'or de la guitare baroque, mais c'était quand même presque un quart de siècle avant la naissance de Madame de. Donc le dernier grand compositeur français dont Madame d'Épinay aura pu entendre des œuvres est François Campion, qui n'était pas guitariste, qui était un guitariste privé, donc il œuvrait à Paris, mais pas à la cour de Louis XIV. Et donc j'ai jeté mon dévolu sur une très jolie pièce qui est un tombeau. Voilà, comme la pièce se présente comme finalement... On est censé jouer 3 parts enfin, nous ne sommes pas censés, nous jouons 3 parts et nous entourons cette femme nue et morte. Voilà, jouer un tombeau, c'est quelque chose de circonstance. Et après, j'ai tâché que toutes les atmosphères sonores qui vont parsemer, accompagner en fait l'action pendant l'entier de la pièce, et comme matrice ce tombeau. Voilà, c'est-à-dire une pièce par exemple où j'accompagne le danseur, qui n'est constitué que de tris, donc des ornements qui étaient très utilisés à la période baroque. Et en fait, j'ai pris tous les tris présents ou présentes, ça peut être masculin ou féminin, dans cette pièce de François Campion, et je les ai mis à la suite les uns ou les unes des autres. Voilà, où j'ai créé des espèces de séries. Enfin, j'ai abordé toute une série de techniques compositionnelles plutôt XXe siècle, voilà, que j'ai adapté au traitement en fait de cette pièce en particulier, pour donner un semblant de cohésion à tout ça. Ben, la composition, d'abord, on a beaucoup discuté. Voilà, autour du choix de l'instrument, le choix du répertoire. Une fois que je suis arrivé avec cette idée du tombeau qui lui a paru bonne, en plus, voilà, il est très féru de musique baroque. Donc c'est une pièce vraiment magnifique, donc qui lui a plu directement. Je suis arrivé avec un certain nombre d'idées qu'on a essayé, en fait, de manière assez spontanée, presque en improvisation. Tantôt avec la comédienne, tantôt avec le danseur. Donc voilà, des idées que j'avais vraiment esquissées, déjà écrites, et puis d'autres morceaux qui sont simplement nés d'improvisation. C'est vrai que moi j'ai de la peine à travailler toujours sur papier, je peux le faire, mais j'ai besoin d'un support auditif, visuel. Voilà, c'est ce qui me fait réagir et créer. Évidemment, il a fallu définir aussi un espace pour le spectacle. Là, on parle d'une femme qui est au centre et qu'on habille, qu'on scrute, qu'on regarde en fait vraiment sous tous les angles. Donc évidemment, ça m'a tout de suite donné la piste du quadrifrontal, c'est-à-dire que les spectateurs eux-mêmes soient tout autour, en fait, soient vraiment des observateurs. Il faut aussi dire que ce tableau, il est en 2D en fait. Il est au Musée d'art et d'histoire de Genève, soit au mur quand il est présenté, et comme actuellement il n'est pas présenté parce que les pastels sont fragiles, donc ils sont couchés dans les réserves,
j'imaginais que cette femme aujourd'hui au musée, elle est couchée. Donc ce tableau en 2D, il est couché et que nous, avec ce projet, on allait le relever et en plus, on a lui donné cette 3e dimension. Donc, c'est pour ça que ça m'a paru assez évident de faire un dispositif quadrifrontal. Mais il a fallu l'éprouver. C'est-à-dire que pour le son, pour le jeu, pour la lumière, pour mon travail, enfin tout ça, l'espace quadrifrontal est très intéressant, mais aussi casse-gueule. On travaille dans le cadre de Madame Dob, c'était de réfléchir à comment, et puis trouver des solutions à comment faire entendre le son simplement de la comédienne déjà, sa voix, sans qu'elle ait besoin d'être repoussée, et aussi de faire entendre les musiques et les musiques jouées par Stéphane et les bandes sonores, dans un contexte qui est quadrifrontal où les gens peuvent regarder et entendre en fait de tous côtés, quoi. La scène, c'est un peu comme le cirque, quoi. Ça se voit de tous côtés. Et puis bon, il y a des tricks, des tactiques pour ça. Et après, il faut comment dire? Ouais, trouver le moyen d'ajuster quelques trucs pour que ça fonctionne pour chacun de chaque côté. Le choix, c'était de lui mettre déjà un micro tout près de la bouche parce que c'est la meilleure manière d'attraper ce qu'elle dit, surtout s'il y a des choses murmurées, toutes douces, et puis d'avoir moins de choses de l'extérieur, quoi, de se rapprocher de la source, et puis aussi du coup de lui permettre une liberté de mouvement. Après, oui, pendant les déplacements, pendant la régie, on change le temps que prend le son de la voix de Rachel pour arriver jusqu'au haut-parleur en fonction de l'endroit où elle se trouve. Quand elle est sur la tournette au milieu, il y a pratiquement pas on met pas de retard, c'est presque direct. Il y a un tout petit retard très lent. Mais si par exemple elle quitte la tournette et qu'elle va tout au coin à gauche entre les deux rangs de spectateurs, là on rallonge un petit peu le temps que prend le temps de sa voix qui passe à travers l'électricité, c'est rapide, ça arrive tout de suite. Tandis que quand elle se déplace, sa voix, elle va prendre un peu plus de temps, sa voix réelle, la voix qui sort de sa bouche, prend un peu plus de temps pour nous atteindre. Et si on fait pas ce petit changement, ce petit décalage temporel, on a l'impression qu'elle sort par le haut-parleur d'abord et ensuite là où elle se trouve. Alors le truc là, c'est de trouver un petit réglage qui fonctionne bien pour les gens qui sont tout près. Donc ça doit pas être trop fort, comme ça ceux qui sont tout près, ils ont l'impression que Rachel leur parle directement, et ceux qui sont plus loin, ils ont toujours l'impression qu'elle parle directement parce que on entend d'abord le son de sa voix acoustique, naturelle, qui sort de sa bouche, puis quelques millisecondes, quelques fractions de secondes après, dans les haut-parleurs, et on se fait avoir, on dit « Ah oui, elle est là ». C'est un des petits trucs. La toute première semaine de répétition, on a fait 2 options. En fait, on a pris 3 jours pour essayer le quadrifrontal et 3 jours pour essayer quelque chose qui est plus standard, quoi, sur un gradin un peu en randonnion. Mais on a essayé les 2 pour voir ce que ça donnait visuellement, comment ça sonnait. Et moi d'abord j'ai râlé en disant les quadrifrontales c'est compliqué, il faut plus de matériel, c'est un peu contraignant. Et puis, mais c'est possible, j'en ai déjà fait, on peut faire encore. Et puis, on a vraiment vu que c'était plus chouette, visuellement, définitivement, avec la tournette. Le quadrifrontal, ça s'est vraiment imposé, et donc il fallait faire avec ça. C'est même pas genre, oui, mais non, c'était vraiment net, je crois. Et puis, bon, après, il y a comment dire, quand on fait un quadrifrontal, dès qu'on n'a pas beaucoup de profondeur de champ avec le son. C'est soit en face de nous relativement proche, soit un peu plus loin, soit en haut, ça on peut. Mais dès qu'on veut se reculer, on arrive derrière. Si je mets un son derrière le dos du public qui est, je ne sais pas, au nord, pour eux c'est derrière, mais pour les autres c'est devant. Bon, après on a des trucs de sens qui sont un peu délicats. Donc finalement, là, j'ai décidé de pas mettre du tout des haut-parleurs derrière les spectateurs. C'était aussi facile de pas le faire parce que il n'y a pas de place pour 2 parties des rangs des spectateurs, ils sont directement près des murs.
Non, je me suis servi de la hauteur, comme le Grukli, c'est un théâtre bruyant. Non. Le Grukli, c'est un théâtre avec des perches motorisées. C'est très facile d'essayer de mettre des haut-parleurs sur une perche, les envoyer au plafond, écouter. Et il y en a plein, donc voilà, je me suis servi de la hauteur. Et puis de la tournette aussi, du décor. Dans la tournette, il y a des haut-parleurs aussi. C'est assez bien pour une interview sur le son qu'on ait un paysage aussi sonore, aussi animé. Donc c'est pas la première fois que Philippe et moi, on pense également à la scénographie. Donc on a imaginé effectivement un élément central comme une estrade sur laquelle serait posée cette femme, parce qu'on est parti, comme je disais tout à l'heure, du 3D. Donc si la peinture c'est le 2D, qu'est-ce que la 3D? C'est la sculpture. Donc on peut imaginer un socle sur lequel est posée une statue et qu'on puisse regarder cette femme sur toutes les coutures. Donc ça, c'était l'élément assez simple en fait, mais cet élément qui est très simple devient, avec toutes les idées, surtout les idées que Philippe a eues, de plus en plus magique, de plus en plus fantastique. Cette boîte est arrivée assez tardivement dans le processus de création de la scénographie, parce qu'on avait déjà la tournette, enfin on avait déjà décidé d'un élément de cette forme et qui tournerait sur lui-même. On avait aussi décidé déjà d'une table, enfin d'un élément de cette dimension sur lequel Rachel serait au début. Enfin, mais on ne savait pas exactement encore pendant longtemps, on ne savait pas ce que ça serait cet objet. Est-ce que ça serait une simple table de style Louis XV? D'abord, on était parti sur cette idée-là, avec des pieds avec la forme typique Louis XV. Et après, ces pieds se sont transformés en pieds un peu de la forme des pieds de Louis XV, mais en os. Tu vois, et finalement, l'idée du meuble est arrivée parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne savait pas où mettre cette robe, enfin les éléments de cette robe. Et de les faire arriver de l'extérieur de cette configuration, ça semblait déconnecté, ça semblait pas bien, que les parcs doivent sortir pour aller chercher un vêtement, revenir et tout. Il fallait que ça soit là-dessus. Alors après, on est parti sur l'idée de, je dis on parce qu'on travaille avec Fabrice, quoi, on a beaucoup discuté, voilà. Donc on a imaginé des boîtes, des grandes boîtes qui faisaient à peu près 2 mètres de long, 30 cm de haut, qui pouvait faire carrément un cube qui montait plus haut, qui cachait tout ça, dans lequel étaient les éléments. Puis tu sortais, puis après les boîtes se mettaient autour. Mais c'était un peu laborieux et surtout c'était en plein Covid et j'ai pas trouvé de fabricant de boîtes en carton pour me faire ça. Parce qu'il fallait que ça soit léger pour qu'ils puissent les transporter, les ouvrir. L'idée c'était les boîtes comme des boîtes d'archives, tu vois. Parce que quand on a fait au début du processus, on a fait des entretiens avec des spécialistes, soit de la peinture, soit du vêtement de cette époque. Et on est allé dans les archives du musée du MAH, quoi. Du musée d'art et d'histoire de Genève. Et on nous a présenté des vêtements du 18e. Et vraiment, c'était assez magique comme endroit. C'était vraiment une archive. Il y avait les grandes armoires avec les roulettes, tu sais, que tu dois tourner et tout. Et dans ces étagères, c'était toutes des immenses boîtes en carton grises. Puis elles sortaient ça. Puis vraiment, il y en avait une qui avait à peu près ces dimensions-là, quoi. Donc qui sortait, on a dû se mettre à plusieurs pour l'ouvrir. Donc l'idée c'était de reprendre un peu ces boîtes et d'en faire quelque chose. Après on s'est vite aperçu que elles nous encombraient beaucoup, ces boîtes. Donc on s'est dit, soit il faut que ça vienne du ciel, mais c'est un côté un peu mystique comme ça qu'on ne voulait pas forcément, pas à ce point-là en tout cas. Et donc on s'est dit, il faut que ça vienne
de l'intérieur de la scénographie, et donc on n'avait qu'un espace possible, c'était celui-ci. Et le problème, c'est que là au milieu, on a un sub. Hein, on ne le voit pas, mais on a un sub. Donc un sub, c'est un haut-parleur de basse. Parce que le son est hyper important sur ce spectacle. Enfin, il y a des haut-parleurs là-haut, il y a des trompettes là-dedans, enfin, il y en a un peu partout. Et notamment, il y a un sub là-dedans. Donc ici, c'est souple. Justement, c'est du tissu. Et là, c'est du bois. Tissu, bois. Donc on devait recouvrir cette partie avec du tissu. Donc voilà, ça c'est la donnée de départ. On avait cet élément-là. Et qu'est-ce qu'on en faisait? Alors, je l'ai fermé, enfin j'ai fait un dessin SketchUp, j'ai fermé et tout. Et puis on s'est dit, ah ça ressemble un peu à une malle, ça pourrait être une malle de voyage. Donc je l'ai un peu déguisé comme malle de voyage. Non, c'était pas très concluant, puis après il aurait fallu ouvrir la malle et puis sortir les trucs, enfin bon bref, c'était pas ce qu'on cherchait. Et j'ai regardé un petit peu les meubles du 18e, et je suis tombé sur les meubles mécaniques qui ont été rendus possibles par Louis XV, qui a donné le droit à son ébéniste de travailler le fer. Parce qu'à l'époque, c'était des corporations très strictes. Tu étais ébéniste, tu touchais que le bois. Tu étais ferblantier ou serrurier, tu touchais que le fer. Mais tu n'avais pas le droit d'aller dans les autres disciplines. Et c'est le premier et le seul pendant longtemps. Après, il y a eu son disciple aussi qui a eu les mêmes droits, mais qui a pu toucher le bois et le fer. Et donc, il a pu imaginer des meubles astucieux. Des meubles où il y avait des cachettes, où il y avait des tiroirs que tu ne voyais pas, et des trucs où tu pressais une espèce de bouton ou une moulure, et puis tu avais une table qui s'élevait parce qu'il y avait un système de ressort, quoi. Enfin, vraiment, c'était des meubles astucieux. Et Louis XV était vraiment, il raffolait de ça. Je me suis dit, ah bah tiens, voilà une bonne idée. Quand je suis tombé sur ces meubles, il y avait même des vidéos, enfin, parce qu'il en reste quelques-uns qui fonctionnent encore. Et je me suis dit, bah, c'est voilà, une solution. Donc on savait exactement le nombre de boîtes qu'il fallait, parce qu'on connaît exactement le nombre d'éléments de costume qu'il y a. Chaque partie du costume, on savait quelle dimension il faisait, donc on pouvait créer des boîtes en fonction. Donc j'ai dessiné les 12 boîtes, il y a 12 boîtes, et puis j'ai essayé de les enfiler dans cet espace, quoi. Enfin, avec des petites astuces, c'est-à-dire que tu ne vois pas tout de suite tu vois pas tout de suite le tiroir. Tu dois d'abord ouvrir cette partie, puis après il y a un tiroir, ou alors là-bas il y a un escalier, parce que je me suis dit tiens, ce serait peut-être bien aussi de mettre un escalier, ça peut rendre service. Voilà comment c'est arrivé. Voilà. Ouais, j'ai pris, je pense, 2 jours à dessiner, à essayer de mettre les choses en place, et puis à faire aussi en sorte que ce soit pas tout le temps la même chose, quoi, que ce soit pas tout le temps pluc, hop, tu vois, enfin chaque fois qu'il n'y ait pas une systématique. Il y a un peu des changements. Là, il y en a un qui s'ouvre comme ça, là-bas, ça s'ouvre dessus, là-bas. Il y a des tiroirs aussi dessous l'autre tiroir, donc tu ne peux pas aller les chercher avant que les tiroirs d'avant soient sortis. Donc, oui, ça m'a pris, je pense, 2 jours à dessiner ça, quoi. Ouais. Non, mais quand même, 2 jours à se prendre la tête, quoi. Qu'est-ce que va devenir cette robe après le spectacle? Eh bien, tout le monde me pose cette question, mais en fait, je ne sais pas trop comment y répondre. Dans le sens où, tu vois, c'est pas il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais ça devrait être dans un musée ». Mais en fait, pas vraiment, parce que c'est pas un vêtement ancien. Tout l'intérêt de ce travail, c'est qu'en fait, c'est un vêtement comme un vêtement ancien, mais que tu peux toucher, que tu peux porter, que tu peux, tu vois, un peu vivre, quoi. Parce qu'une pièce de musée, tu vas pas la vivre, hein, tu vas la toucher avec des gants blancs, genre un peu comme ça. Donc elle n'a pas vraiment sa place dans un musée. Après, ce serait vraiment triste qu'elle finisse dans notre cave. L'idée, c'est de tourner ce spectacle pendant longtemps. Et puis de pouvoir l'utiliser souvent. Et tu vois, peut-être faire des compléments au spectacle, où il y a des moments où les gens peuvent venir de plus près, et puis c'est pas le spectacle, c'est vraiment un moment juste d'habillage, où j'explique plus des choses techniques. Ça pourrait être possible. À voir.